Salut, je m'appelle Marceau Minot. Je vais vous expliquer pourquoi la justice allemande m'a condamné, moi et 5 autres scientifiques du groupe Scientist Rebellion, jusqu'à 12 000 € d'amende ou 5 mois de prison. On démarre par une question un peu philosophique. Je me définis comme un animal parmi les autres, qui appartient à l'espèce humaine, et je me pose souvent la question de comment est-ce qu'on peut cohabiter avec les autres formes de vie sur cette planète. C'est une question qui m'a pas mal guidé notamment pendant mes études. Je me suis toujours intéressé à la biodiversité. Par exemple, j'avais passé 1 an en Guyane française à étudier les libellules. J'ai même par la suite fait une thèse à l'université de Rouen sur les déplacements des libellules. Et à la suite de cette thèse, j'ai décidé de sortir du monde académique parce que pendant mes travaux, je me suis rendu compte que tous les enjeux de biodiversité, et notamment en Normandie, ils étaient dans le monde agricole. Il faut savoir qu'en Normandie, il y a 70% des surfaces qui sont utilisées par des terres agricoles. Et donc j'avais vraiment envie de me sentir plus acteur de la préservation de la biodiversité en travaillant au plus proche des paysans. Donc je me suis installé sur une ferme, qui est en fait une forme de ferme collective, avec donc des artisans et des paysans qui travaillent ensemble. Je me suis installé en tant qu'apiculteur. Donc j'élève des abeilles. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça me permet de vivre au rythme des saisons. C'est-à-dire que mes abeilles sont complètement dépendantes des différentes floraisons. Et donc je suis connecté aux fleurs des prairies, aux fleurs des haies tout au long de l'année. Et j'aime bien parler de cette relation entre à la fois les pratiques agricoles et la biodiversité. Et l'apiculture, c'est vraiment un point clé entre les deux. À côté de ça, je suis aussi animateur pour la fresque du climat, donc il y a un atelier qui dure 3 heures sur les changements climatiques. Et je fais particulièrement ça dans les universités, les grandes écoles. Et enfin, j'ai aussi encore une petite activité scientifique d'inventaire d'insectes pollinisateurs. Si je remonte assez loin, ça rejoint un peu mon intérêt pour l'écologie. Je dirais que ça a commencé, si je devais le formaliser, avec un livre qui s'appelle L'écologie pour les nuls, qui a été écrit par Franck Courchamp, qui est un chercheur à l'université Paris-Sud, je crois, que j'admire beaucoup, avec qui j'avais été en contact à l'époque. À travers ce livre, j'ai découvert déjà la distinction entre les écologistes et les écologues. Et je m'étais dit que moi, je voulais plutôt être écologue, et donc avoir une approche scientifique des choses et pas politique, comme ce serait le cas pour les écologistes. À cette époque, à chaque fois qu'il y avait des interviews d'un climatologue sur un plateau télé, par exemple, les journalistes prennent un malin plaisir à mettre à chaque fois en face un climato-sceptique. Et en fait, on a vraiment polarisé le débat pendant très longtemps sur l'origine anthropique ou non des changements climatiques. Et pour moi, on a perdu énormément de temps, alors que les enjeux étaient finalement vraiment déjà bien connus. Mais donc quand je disais tout ça en 2010, j'avais l'impression qu'il y avait encore un enjeu à convaincre une partie de la population des problèmes environnementaux. C'est ça aussi qui m'a poussé à vouloir faire des études scientifiques. Donc j'ai d'abord eu un diplôme d'ingénieur AgroParisTech avec une spécialité gestion des milieux naturels. Et puis ensuite, donc j'ai fait une thèse à l'université de Rouen, pareil, donc sur les déplacements des libellules. Pendant ma thèse, il y a beaucoup de choses qui ont bougé par rapport aux enjeux climatiques. Notamment en 2018, il y a eu toutes les marches des jeunes pour le climat, les mouvements qui étaient lancés par la figure Greta Thunberg, entre autres. C'est aussi la période où moi, j'ai commencé à vouloir calculer mon empreinte carbone en CO2. Ça fait partie des choses qu'on pesait dans la balance, dans le fait que j'abandonne le projet de retourner vivre en Guyane, parce que ça ne me paraissait pas du tout pertinent d'être aussi loin de ma famille, de devoir prendre l'avion aussi fréquemment. Et l'élément qui a vraiment été déclencheur dans ma volonté de m'engager, c'était toujours pendant ma thèse un petit peu plus tard, suite à la Convention citoyenne. Donc c'est un événement qui avait été lancé par Macron en 2019, en cours duquel 150 citoyens qui avaient été tirés au sort, qui ont fait des propositions qui, à mon sens, étaient vraiment pertinentes pour lutter notamment contre les changements climatiques. Et il se trouve que cette Convention citoyenne, dont les propositions devaient être appliquées sans filtre, d'après notre président, a finalement été complètement démantelée et vidée de sa substance. Je crois qu'il n'y a que 15 propositions sur les 150 ou sur les 149 qui ont finalement été retenues. Et ça m'a profondément énervé, révolté. Et donc à la suite de ça, en 2020, en octobre 2020, au moment où j'ai terminé ma thèse, c'est ça qui m'a poussé à
à m'engager dans le militantisme, et notamment en me rapprochant du groupe local Extinction Rebellion dans la ville où j'étais. Et puis à la suite de ça, au fil des rencontres, j'ai aussi commencé à faire des actions avec le groupe Scientist Rebellion. Déjà, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Je vous propose peut-être d'interroger notre ministre de l'Intérieur. En tout cas, je trouve que c'est largement exagéré. Des attentats, c'est des actes qui visent à faire du mal à des personnes. Et moi, dans tout ce que j'ai pu voir autour de moi comme acte activiste, ça s'en prenait, dans le pire des cas, à des biens. Je pense que c'est un terme qui est vraiment utilisé de manière politique dans le but de justifier la répression contre les activistes climatiques. La façon dont je l'ai vécu, moi, quand j'étais en Allemagne, notamment lors de la dernière garde à vue avant que le juge nous envoie en prison. Donc on a un traducteur qui est venu, qui nous expliquait pourquoi est-ce qu'on avait été emmené au commissariat. Et il nous disait en ces termes qu'on représentait un danger pour l'État et que les actes qu'on avait faits, c'était des actes criminels. Alors déjà, l'ambiance était un peu surréaliste parce que les policiers, enfin les forces de l'ordre étaient plutôt très courtois avec nous. Et en même temps, on nous disait qu'on était des criminels. Donc c'était assez bizarre pour moi. Dans l'attente du juge qui devait décider de nous placer ou non en détention provisoire, on avait donc un policier qui gardait notre cellule, qui avait l'air assez sympa puisqu'il nous a dit si vous voulez, vous pouvez même parler de vos prochaines actions, etc. Vous inquiétez pas, moi ça me dérange pas, je dirai rien. Donc je lui ai posé la question, pour savoir s'il nous soutenait, je lui ai dit, c'était en anglais, Do you support us? Et il me répond, I don't support you, but I think what you do is right. Donc en fait, on avait affaire à des forces de l'ordre qui faisaient leur travail, mais qui dans le fond étaient peut-être plutôt en soutien aux causes qu'on défendait. Et il m'est arrivé un cas un peu analogue quelques heures plus tard, donc quand je suis passé devant le juge qui nous a placés en détention provisoire pour nous éviter de continuer les actions. Le juge a donc prononcé son verdict, et après, au moment où on est parti, il nous a dit « Bon courage pour votre combat contre les changements climatiques ». En fait, on a été condamné suite à une série de 3 actions qui avaient eu lieu à Munich, en Allemagne. Donc j'étais avec un groupe de scientifiques qui étaient venus de différents pays d'Europe. Et la première action, c'était le mardi 25 octobre. On est allé dans des bureaux de BlackRock, qui est donc le 2e plus gros fonds d'investissement pour les énergies fossiles à l'échelle mondiale. Et donc on était une vingtaine, il y avait une partie du groupe qui était à l'intérieur, qui a réussi à rentrer dans le premier sas, et donc qui était devant la vitrine des bureaux. Et il y avait une petite scénette avec donc des gens qui aspergeaient notamment de la mélasse, c'était une genre de sucre caramélisé, sur la façade des bureaux, et qui avaient aussi leurs mains collées avec de la superglue sur la vitre et au sol. Moi j'étais à l'extérieur, et donc j'avais la main collée sur le mur à l'entrée du bâtiment, et je tenais aussi une banderole pour expliquer notamment aux médias qui étaient présents pourquoi est-ce qu'on faisait cette action. La police est intervenue assez rapidement, ils ont fait un contrôle d'identité, et puis ils nous ont laissé repartir. Ce qui nous a permis de faire une deuxième action le lendemain, toujours avec ce groupe d'une vingtaine de scientifiques, dans les rues de Munich, où là on s'adressait plutôt au ministère des Transports. On leur demandait notamment l'obligation de limiter la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute, et puis aussi de remettre en place ce qu'ils avaient déjà expérimenté, c'est-à-dire des tickets de train à 9 €. Suite à cette action, donc là, on bloquait la circulation des véhicules. Alors c'était une petite route, il y avait très peu de passages, donc ça n'a pas créé de bouchons. Mais la répression policière a été quand même plus importante parce qu'ils n'aiment pas l'entrave à la circulation. Et donc, ils nous ont directement placés en garde à vue. Et on est resté en garde à vue au commissariat central de Munich pendant 24 heures. À la suite de ça, donc, on est ressorti le jeudi. Le vendredi, moi, je n'ai pas participé à une action. Et par contre, le samedi, on avait encore une grosse action. C'est aussi celle qui nous a fait le plus connaître, qui avait lieu à côté du siège social de BMW à Munich. Et on était dans le hall d'exposition, dans le showroom, où il y a donc tous les modèles récents de voitures qu'ils exposent. Et moi, j'avais ma main collée sur une voiture en particulier, qui est la M8, la M8, qui est donc une voiture de sport qui consomme énormément d'essence. Il y avait aussi une personne à l'intérieur, un scientifique qui avait ses mains collées sur le volant pour symboliser un peu la reprise de contrôle des scientifiques. À la suite de ça, pareil, la police est intervenue et cette fois-ci,
Pendant notre garde à vue, le juge a décidé de nous placer en détention provisoire parce qu'il savait qu'on prévoyait d'autres actions, notamment jusqu'au 4 novembre. Et donc, certaines personnes du groupe sont restées en prison jusqu'au vendredi 4 novembre, qui était l'ouverture de la COP27 en Égypte. Ouais, alors en fait, c'était dans le cadre d'une campagne générale du groupe Scientist Rebellion, donc qui est un groupe de scientifiques à l'échelle internationale. En fait, il y avait en parallèle des actions dans chaque pays, et cette campagne précisément s'appelait Unite Against Climate Failure, dont l'objectif, enfin, il y avait 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'était demander aux États et aux gouvernements de reconnaître l'échec dans les objectifs des accords de Paris, c'est-à-dire limiter l'augmentation de la température avec les changements climatiques à 1,5 degré dans les 10 années qui viennent. La principale revendication, c'était déjà « dites la vérité et reconnaissez notre échec ». Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les mois qui ont suivi, notamment début 2023, les États ont globalement reconnu qu'il fallait se préparer à vivre dans un monde à plus 3, plus 4 degrés. Il y a aussi un rapport de l'ONU qui est sorti fin octobre, début novembre 2022, qui disait qu'on avait échoué, globalement. Donc en fait, cette revendication, on peut dire qu'elle a abouti, ou en tout cas, peut-être que ce qu'on a fait, ça a servi à quelque chose. La deuxième revendication, qui est un peu plus complexe, c'était de demander l'annulation de la dette des pays regroupés dans ce qu'on appelle le Sud global, parce qu'ils ont une dette économique envers les pays du Nord global, et pour davantage de justice climatique, on demandait que l'annulation de la dette pour ces pays, puisqu'en fait, ces pays-là, ce n'est pas ceux qui sont principalement à l'origine de la crise climatique, et pourtant c'est les premiers concernés, c'est eux qui en payent les conséquences. Et la dernière revendication, c'était demander, alors c'était une demande qui était plus spécifiquement adressée à l'Allemagne dans le cadre de nos actions, la décarbonation des transports, notamment en facilitant l'accès au train, en baissant le prix des billets par exemple, et demander aussi une limite de vitesse sur l'autoroute à 110 km/h en Allemagne. Pourquoi on avait choisi l'Allemagne dans le cadre de cette campagne? À l'échelle européenne, l'Allemagne c'est la première puissance économique, et c'était aussi, enfin c'est toujours d'ailleurs, un pays qui a encore à peu près 30% de charbon dans son mix énergétique pour la production d'électricité. Et fin 2022, avec notamment la guerre en Ukraine, on annonçait des problèmes d'approvisionnement en énergie, et donc l'Allemagne avait pour projet de réouvrir des nouvelles centrales à charbon. Et la deuxième raison un peu plus pragmatique qui fait qu'on a choisi d'aller faire ces actions en Allemagne, c'est aussi tout simplement que la plupart des Allemands parlent bien anglais, et par exemple quand on veut faire une action de blocage de route, donc on s'assied au milieu de la route pour empêcher les voitures de passer, quand il faut discuter avec les passants, présenter nos revendications, c'est beaucoup plus confortable de parler avec des gens qui comprennent l'anglais que si on avait dû le faire au centre de Paris, par exemple. La première entreprise qu'on a ciblée lors de nos actions en Allemagne, c'était BlackRock. BlackRock, en fait, à l'échelle mondiale, c'est le deuxième plus gros fonds d'investissement dans les énergies fossiles. Et il se trouve que mi-octobre 2022, cette entreprise avait annoncé au Parlement britannique que non, il n'allait pas arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Et ils se dédouanent un petit peu aussi en disant qu'en fait, eux, c'est juste des intermédiaires et qui sont chargés de placer l'argent de leurs clients. Donc on voit que leurs objectifs ne sont pas du tout de jouer un rôle majeur dans l'arrêt de la prospection pour les énergies fossiles et de leur exploitation. En plus, pour faire ça, ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'ils utilisent des fonds qui sont normalement fléchés ESG, donc qui doivent avoir une vocation à la fois environnementale, sociale et de gouvernance. Donc c'est des fonds d'investissement qui normalement sont dédiés à des causes qui vont être durables ou soutenables. Et eux, ça a été montré qu'ils ont 1 milliard d'euros qui en fait va également être investi dans les énergies fossiles alors qu'ils sont fléchés ESG. Et la deuxième entreprise qu'on a ciblée lors de nos actions en Allemagne, c'était le groupe BMW, qui a son siège social à Munich justement. Et c'est vraiment un emblème de l'industrie automobile. Donc en fait, à travers BMW, ce qu'on voulait aussi dénoncer, c'était l'organisation des transports à l'échelle européenne et la place très très importante que prend la voiture, qui a conditionné complètement le développement de notre société, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de vivre sans voiture. Et cette entreprise, plus personnellement, moi, ce que je vais lui reprocher, c'est aussi beaucoup de greenwashing. Je l'ai vu notamment, je ne m'y attendais pas forcément, mais en entrant dans le showroom, donc le hall d'exposition, juste à côté du siège social, où ils ont tous leurs nouveaux véhicules qui présentent au grand public. Il y avait une publicité pour la voiture qu'on avait justement visée, la M8,
La M8, c'est une voiture de sport en fait, de 625 chevaux qui consomme à peu près 11 litres au 100, donc 250 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est clairement pas la voiture la plus écolo de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et pourtant, ils osaient quand même afficher une immense publicité où on voyait cette voiture qui sortait des feuilles en fait, comme si elle sortait de la nature pour aller sur la route, avec une voix off qui disait il est temps de rétablir l'équilibre entre nos intérêts économiques et l'écosystème naturel. Et moi, je trouvais ça tellement absurde que j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait oser mettre des images comme ça pour une voiture aussi polluante. Et la deuxième chose qui m'a choqué dans ce hall d'exposition, c'est que j'ai été faire un tour du côté des véhicules électriques, qui sont donc effectivement en théorie un peu plus propres, entre guillemets. Et il marquait, pour chaque voiture, il y avait un petit panneau à côté sur lequel c'était marqué 0 g de CO2 par kilomètre. Alors, si on oublie déjà la production des batteries, qui on le sait est très énergivore et pose des problèmes de ressources naturelles pour les minerais qui la constituent, si on se focalise uniquement sur la consommation au moment où la voiture roule, je trouvais ça complètement aberrant de marquer 0 g de CO2 par kilomètre alors qu'il faut quand même de l'électricité pour la produire. Et je vous rappelle qu'en Allemagne, dans le mix électrique, ils ont encore 30% d'énergie qui provient de la combustion du charbon, qui est la ressource en énergie fossile la plus polluante. C'est vrai qu'on a déjà passé un peu de temps en prison, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas une peine, c'est-à-dire qu'on n'a pas été jugé pour les actions qu'on avait commises. C'est simplement un juge qui a décidé de nous placer en détention provisoire ou préventive pour nous empêcher de continuer la série d'actions qu'on avait prévues. Donc, ce n'est pas un jugement pour les délits ou les crimes qu'on a pu commettre. Et à la suite de ça, c'était dans le courant de l'été, on a chacun reçu une lettre du gouvernement allemand qui nous condamnait à 300 jours amende, puisqu'en fait en Allemagne, les amendes sont calculées par rapport à l'équivalent des journées de travail. Donc moi, ils ont estimé que mon salaire journalier, c'était environ 30 € par jour. Ils m'ont condamné à 300 jours, donc je dois payer 300 x 30, 9 000 € à l'État allemand. J'ai aussi la possibilité, si je refuse de payer ou que je ne peux pas payer, de le faire en journée de prison. Et à ce moment-là, une journée de prison permet de payer, entre guillemets, 2 journées d'amende. Donc ça ferait l'équivalent de 150 jours de prison. Je n'ai pas du tout envie de passer 150 jours en prison. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour pas avoir à y aller. Et j'ai pas du tout envie non plus de devoir payer 9 000 € à l'État allemand, alors que je pense que mes actions étaient légitimes. Et donc on s'est mis d'accord avec toutes les personnes qui étaient avec moi en Allemagne pour contester cette amende. Et donc on sera entendu par la justice allemande devant la cour à Munich le 5 mars. Et on va essayer de défendre l'état de nécessité qui justifie en fait le fait qu'on soit légitime à prendre ces actions, à faire ces actions. J'imagine que c'est une référence notamment à l'escalade des actions qui a eu lieu avec les soulèvements de la Terre, notamment dans le cadre des méga-bassines ou de la lutte contre le projet autoroutier A69. J'ai pas de réponse à cette question et je sais pas du tout quels sont les meilleurs moyens d'action pour obtenir gain de cause. Moi, je me rends compte que simplement, si je veux réussir à dormir la nuit, j'ai besoin de faire mon maximum pour éviter la catastrophe climatique ou l'érosion de la biodiversité. Et ce que je vis dans mon quotidien, je sais que c'est bien, je sais que j'essaye d'orienter les gens qui m'entourent sur la bonne voie, mais j'ai l'impression que ça n'a pas assez d'impact et j'ai peur, dans 20 ans, 30 ans, en regardant en arrière, de regretter de ne pas être allé assez loin, de ne pas avoir crié assez fort au monde l'urgence dans laquelle on est. Et donc du coup, c'est ce qui me pousse à, par exemple, faire des actions qui peuvent m'emmener jusqu'en prison. Pour l'instant, c'était ma limite. Et je ne sais pas si un jour j'aurai besoin d'aller encore plus loin pour me faire entendre. Est-ce que ça marche ? Je n'ai pas les réponses à ces questions. Dans quelques années, peut-être l'histoire nous le dira. Ce que je veux, c'est juste pas avoir de regrets. Pour en venir à la question de la violence, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formes de violence. Et la première forme de violence qu'on oublie très souvent, c'est la violence institutionnelle, celle qui fait qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, celle qui fait que moi, au quotidien, à la campagne, j'ai du mal à me déplacer si j'ai pas de voiture. Celle qui fait que y a des grosses injustices dans le monde. Pour lutter contre ces injustices, il y a des groupes, par exemple des groupes d'activistes, qui vont développer une autre forme de violence en s'attaquant au bien des personnes, par exemple par des actions symboliques, ou même en allant plus loin par du sabotage.
C'est ce qu'on appelle la violence militante. En répression par rapport à cette violence militante, on a la violence policière, par exemple, la violence de la justice qui vient réprimer cette contestation. Donc en fait, on a 3 grandes formes de violence, et on parle souvent que de la deuxième forme de violence en disant « regardez ces militants, ces activistes », et on oublie souvent la violence institutionnelle et la violence qu'on pourrait qualifier de judiciaire ou répressive. Cette question de la violence, ça me fait aussi penser à ce que nous, on peut vivre en tant que militants quand on choisit de s'engager, d'engager notre corps, parce que ça me rappelle par exemple quand le dernier soir en Allemagne, avant qu'on soit mis en prison, donc avant l'action qu'on a faite chez BMW, on avait déjà fait 2 actions dans le cadre de cette campagne internationale, et on savait que ça commençait à déplaire aux forces de l'ordre, et que si on continuait, on risquait d'aller en prison. Et donc le soir, la veille de cette grande action chez BMW, on s'est clairement posé la question, tous les gens qui allaient participer à l'action après le briefing, on s'est posé cette question, est-ce qu'on est vraiment prêt à aller en prison? Et c'était un moment qui était hyper émouvant parce qu'autour de la table, il y avait plein de personnes. Les premières qui ont pris la parole, en plus, c'était des gens qui avaient déjà fait pas mal d'actions et qui disaient « Non, moi, je m'arrête là, j'ai pas envie d'aller plus loin ». Il y a eu 2 personnes comme ça où on s'est dit « Ah mince, en fait, peut-être que l'action va tomber à l'eau ». Et puis il y a un collègue à moi, français, qui a pris la parole en disant « Non, moi je suis venu ici, alors je sais plus dans les détails, mais je pense à ma femme et mes enfants, et vraiment, pour moi c'est important d'aller jusqu'au bout pour défendre ces idées-là ». Et chacun a pris la parole tour à tour dans une séquence qui était vraiment émouvante, parce qu'on était vraiment en train de se dire « Ok, est-ce qu'on est prêt à aller en prison pour défendre nos valeurs ?» Ce que je pourrais en retirer simplement, c'est que globalement, tous les gens qui ont fait cette action, qui étaient avec moi, on était tous d'accord pour dire on a moins peur d'aller en prison que des conséquences des changements climatiques sur notre société.